sans plus attendre, Gilles Roussy. Gilles, vous êtes sculpteur, scientifique également. Et vous allez... Ah, pas de fausse musique. Vous allez nous expliquer pourquoi. Et justement, quand vous allez développer autour de l'aspect des lieux mémoriels, ce que vous avez fait, ce que vous proposez et que vous proposez toujours, on va comprendre toute la complexité de la démarche, de la mise en place et toute la beauté de l'œuvre dans son intégralité. C'est gentil. Je vous en prie, c'est mérité. Je tenais aussi à préciser que vous êtes l'auteur de Liberté inachevée. C'est une de vos œuvres que l'on peut retrouver sur Saint-Étienne. Oui, mais Pardon. La liberté inachevée a une histoire très importante. Vous allez pouvoir rebondir tout de suite dessus. Je vais vraiment présenter ce que vous nous avez proposé. Donc à Saint-Étienne, nous pouvons découvrir Liberté inachevée. Et également, donc, vous m'excusez si j'écorche le nom des villes parce que je ne suis pas du coin, du bassin du Cru, dirait-on. Une œuvre qui est érigée au plateau d'Assy. Oui, en Haute-Savoie. En Haute-Savoie, et que vous avez nommée donc Plaidoyer pour les droits de l'homme. Absolument. Avez-vous prévu de la renommer Plaidoyer pour les droits de l'humain? Non. Bon. Non, je peux affirmer parce que c'est les droits de l'homme de 1789. C'est entendu. C'est bon. à vous. Et puis, le genré, non. Non, ce sont les droits de l'homme. Alors, l'histoire de la liberté inachevée, je remercie au passage la ville de Fort-de-France. En 82, je vais passer un assez long temps en Martinique, car j'étais chargé de mission pour la création de l'école des beaux-arts de la Martinique. J'avais affaire aux autorités consulaires, je me suis baladé dans l'île parce que j'ai toujours été un peu exaspéré par le fait que la Martinique, même juste après le moratoire, était un département à part entière, mais aussi entièrement à part, dépourvu de ce genre d'institution. Je travaillais 1 an là-bas. Après est venu le bicentenaire de la Révolution française en 89. Je me suis intéressé à cette manifestation et le maire de Fort-de-France à l'époque m'a demandé de créer éventuellement une sculpture pour son plaisir et pour le peuple voyalais. J'ai donc érigé, avec la complicité d'un ami très cher, Pierre Aliquer, une stèle, une émergence, faisant appel aux valeurs africaines sur le miroir, la sagesse, et cette poussée péléenne, parce que quand même, la Martinique, sans la montagne Pelée, c'est rien. Et gentiment, je suis revenu en territoire métropolitain, comme on dit, continuer mes activités de professeur à l'école des beaux-arts de Saint-Étienne, et en 2007, j'ai appris que pour des raisons sans doute nobles, on a déplacé ma sculpture. Déplacé où? Je n'en sais rien. Elle est donc dans un garage ou dans une casse. J'ai été profondément humilié. Je m'adresse ici à quelques Martiniquais qui ont peut-être connu le bidule. Vous connaissez ça? Bien, elle n'est plus là. Et non. Parce que Aimé Césaire aimait beaucoup cette sculpture pour son propre plaisir. Il descendait de son bureau, la voiture conduite par Cocody, son chauffeur, dont on n'a jamais parlé dans la presse, mais qui a des tas de choses à raconter, il passait devant la sculpture. Il aimait bien. À son décès, bon, on a viré le truc. Ça m'a profondément humilié. J'ai été vraiment déçu. D'autant que la mairie est toujours tenue par le PPM, qui, à mon sens, a beaucoup changé. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ces détails. Je continue de fréquenter la communauté antillaise de Saint-Étienne. De moins en moins parce que le rhum y est interdit.
pardonnez-moi. Et puis le boudin, bon, mais on va passer là-dessus. Lorsque la mandature qui précédait celle que nous jouissons actuellement était, ils ont toujours les maires, c'est marrant, à chaque fin de mandature, il faut qu'ils fassent un truc. Alors ils ont pensé aux nègres du coin et ils ont baptisé la place Aimé Césaire. Ils m'ont demandé la permission, je ne vois pas en quoi, bon, ça fait partie de la famille. Je m'appelle Roussy. Suzanne Césaire était, avant d'être Suzanne Césaire, Suzanne Roussy, la sœur de mon père. J'ai donc eu, on peut dire, une certaine culture de la mémoire, une certaine culture du colonialisme et de ses abominations. Donc, c'est tout naturellement que depuis, pas l'enfance, pas l'adolescence, mais depuis 68, depuis mon attachement à Althusser et à Karl Marx, je me suis toujours intéressé à faire une culture engagée. Engagée depuis mon passé, ma mémoire. Bon, sur ces entrefaites, le maire de Saint-Étienne actuel me demande de concevoir un truc mémoriel pour le 10 mai. Pour moi, c'est le 22 mai, mais bon, c'est pas grave. Enfin, si, ça l'est un peu. Et j'ai réalisé donc, il y a 2 ans maintenant, une sculpture à aspect didacticiel, dirons-nous. Parce que je voulais que cette sculpture interpelle les nouvelles générations. Donc j'ai mené toujours dans cette obsession de Baron Samedi pour Haïti et de Basile pour la Martinique, c'est la mort. Pourquoi Basile? Parce que Basile, c'est l'empereur, c'est le dieu. C'est celui qui met un point à notre existence. J'ai fait ce monolithe qui exprime également l'émergence et la poussée volcanique qui anime mes intentions artistiques et qui aussi suscite l'intérêt auprès de cette jeune génération. Donc j'ai mis des QR codes. 3 QR codes expliquent l'histoire de l'humanité au travers de son combat à l'égard de l'esclavage. Et c'est Laclos, un blanc, d'il y a d'avant, qui dit que la nature engendre l'homme dans sa liberté et que c'est la société qui en fait un maître ou un esclave. Cette phrase me plaît bien parce qu'elle est réelle. Elle stigmatise exactement ce que nous vivons, même encore aujourd'hui. Parce que pour moi, l'esclavage n'est certes pas mort. J'ai vu la semaine dernière sur Arte, dans le thème « Les petits boulots », l'horreur. Donc, le 4e QR code aboutit à un serveur de la mairie, le tuyau, qui chaque année doit nourrir les élèves, parce que la sculpture se trouve devant une petite école, CM1, CM2, cours moyen, bon, une école communale. Et vendredi dernier, j'étais en intervention auprès de ces petites têtes blondes et brunes, parce que maintenant c'est la mixité, avec des masques, et ils ont composé une chanson. Ils ont fait un spectacle de capoeira. Ce qui m'ennuie, c'est qu'ils n'ont pas mis le damier, mais bon, c'est pas grave. Mais ils ont posé des questions, sensées, fondées. Et pour moi, ça a été la meilleure école de l'antiracisme. Pas de clivage. Tous avaient chacun un mot à dire, à s'exprimer. Et j'ai trouvé ça assez merveilleux. Et ça sera mis en ligne, théoriquement, sur le canal de la mairie lié à cette sculpture. Ça ne l'est pas encore pour l'instant. Il y a eu des problèmes avec la préfète à cause
de cette maladie, de cette pandémie extraordinaire qu'est le Covid. Tout est prétexte à Covid. Donc, lors de l'inauguration de cette sculpture, il y a 2 ans, il y a eu 2 acteurs importants dans ce qui va suivre. La première actrice, je lui rends hommage avec le perfecto, elle pose dans Libération avec un perfecto beaucoup plus beau que le mien, beaucoup moins usé, c'est Issita Seck, qui était là en tant que représentante du Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Et il y avait également un journaliste de France Antilles, lequel a une logorée absolument extraordinaire, on dirait averti, vous savez, à vos cassettes. Et ces 2 personnes, lorsqu'il y a eu le concours de l'appel d'offres pour le mémorial des Tuileries, m'ont dit il faut absolument que tu y participes. Je me suis inscrit sur les marchés publics avec mon registre sur la Maison des Artistes, enfin la totale. J'ai pris connaissance de l'énoncé. Je ne sais pas si j'ai le droit d'émettre des grossièretés, mais il était complètement C, 3 points de suspension. Impossible. Le lieu désigné était un triangle. Traiter de la mémoire de l'esclavage dans un triangle, ça me paraissait un peu bizarre. Enfin, ça pouvait entraîner quand même la polysémie. Et deuxièmement, il y avait l'exigence de 200 000 noms. Sur une surface restreinte, puisque la sculpture ne devait pas excéder 6 mètres de haut et occupait une place réduite. J'ai réfléchi, j'ai fait des petits dessins dans mon petit carnet, j'ai fait des petites réflexions, tout, la totale. J'étais pas très content. Je suis marié à une Stéphanoise, fille d'imprimeur. Il faut absolument que je me trouve un graphiste. Et il se trouvait que j'avais dans ma trousse à outils, ancien prof des Beaux-Arts, un ancien élève qui m'a été recommandé par mon beau-frère, qui est ici présent, et j'ai dit voilà, j'ai 200 000 noms à mettre sur une surface qui fera entre 250 mètres carrés et 300 mètres carrés. Possible? Il me dit. Alors je vais peut-être lui laisser la parole 30 secondes parce que après je reprendrai la parole. Vincent, c'est à toi, en ta qualité de graphiste et artiste également, artiste mémorial, puisque tu as aidé à participer à concevoir le projet qui est en cours et même d'autres. Qu'est-ce que tu peux nous dire et développer justement sur ces œuvres mémorielles et ces lieux de mémoire? Alors, artiste, non. Parce que moi je suis fier de la partie art appliqué, même si on s'est rencontrés aux Beaux-Arts à Saint-Étienne. Moi j'aime la partie art appliqué, ouvrier, artisan de la typographie, de l'image. C'est vraiment ma passion de tous les jours, mais se positionner comme artiste, c'est une position qui est difficile à tenir, même si on peut être à la limite, hein. Mais voilà, Gilles m'appelle un soir, il me dit voilà, j'ai 200 000 noms à mettre sur un monument aux Tuileries, ça parlera d'esclavage. Ok. Ben, on se voit quand? Ben, demain. Et Gilles avait une contrainte, il me dit ouais, je veux que les abscisses, les ordonnées des lettres soient toutes régulières. Et je lui dis mais il faudra 1 hectare, 2 hectares pour mettre 200 000 noms, c'est juste pas possible. Et il me dit bah c'est ton job, t'es graphiste, comment tu vas la faire? Je dis bah on casse les règles et on va sur quelque chose qui peut être à la fois lisible et illisible. Et là, c'est là que le fait de rentrer dans ce projet, on peut arriver à quelque chose, prendre son pied vraiment de graphisme. Et le côté graphique et typographique peut avoir ce côté artistique dont vous évoquiez là, à l'instant.
c'est faire des ruptures sur la typographie en faisant que l'interlignage, donc les lignes, le petit espace qui est entre deux lignes, qui en typographie avant était une ligne de plomb. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne pouvait pas mettre d'accent sur les majuscules, sur les capitales, pardon. Et du coup, je lui dis on va faire une réduction de cet interlignage et le faire disparaître. Et en plus, on aura l'accumulation, on aura une surface, on pourra lire les noms, mais en plus, on aura visuellement la masse. Et c'est là que ça devient intéressant. Et la masse de lettres, la masse de mots, la masse de noms, en plus, en typographie, on parle de lézardes, c'est-à-dire que ça crée des sortes de gouttières, des sortes de descentes graphiques. Donc ça fait une masse qui vibre, qui bouge avec seulement des lettres, des noms. Et puis on parle forcément de la réalisation. Il me dit c'est dans du marbre, il faut graver dans le marbre. Et là ça devient magique parce que il y a le côté graphique, graphiste, qui fait qu'on va graver quelque chose dans le marbre. Et du coup, la plupart du temps, moi j'imprime sur du papier, beaucoup de numérique aujourd'hui. Ça part, c'est recyclé. Là, on est inscrit dans le marbre et on a un travail typographique qui est dans le marbre et qui ne va pas bouger, qui va s'user un petit peu, qui va prendre la pluie, qui va prendre le vent, qui va prendre le sable. Et donc là, on a fait des essais, on a fait des échantillons et voilà. Voilà. Et puis alors, le hasard de la création, parce que ça j'aime bien aussi. Le fait de la production va créer et amener des hasards, des rencontres, des alchimies. Et là, Gilles me dit on va faire un négatif et un positif. Et là je lui dis mais tu sais en typographie quand on écrit blanc sur noir, on appelle ça un noir au blanc. C'est pas mal pour un mémorial sur l'esclavage. Un petit noir au blanc. Et on a fait des essais et puis le soleil dans mon bureau, on avait chacun notre petite plaque, on a gravé ça sur du marbre au laser. C'était assez sublime de voir apparaître les lettres se graver. Et on est reparti, chacun avec sa plaque. Oui, et notre sous-plat. Notre sous-plat, ouais. Notre boîte qui fait 14 ou 15 kilos. Plus. Ouais. Et le soleil tape dessus et reflète sur le mur. Et là, en fait, magie du moment, en fait, le positif, quand il prend la lumière, quand il est reflété, devient négatif. Ou l'inverse, ça dépend dans quelle position on se met. Et là, je mets ma main et je fais une ombre. Sauf que la puissance de la lumière reflétée est supérieure à l'ombre qui vient par-dessus. Donc en fait, quand on met la main dans l'ombre, le positif redevient. Et donc là, ça devient magique. Et on a dit, mais il faut que cette œuvre voit le jour, il faut que cette œuvre... Donc là, maintenant, oui, on peut parler d'art, on peut parler du positionnement artistique. Et puis, bon, personnellement, en tant que graphiste, aujourd'hui, on dit graphic designer, designer graphique, diseñador gráfico. Moi, je revendique le côté graphique, graphiste, qui est sorti du monde des métiers d'art, parce que, entre guillemets, l'utilisation de l'ordinateur est devenue trop présent. Le graphisme, c'est avant de dessiner, c'est avoir une idée. Le dessin, c'est le dessin, E-I-N, et c'est le dessin I-N. En France, on n'a pas une culture du graphisme. Il y a la cité du design mais à Saint-Étienne, mais on parle très peu du design et du graphique. Personne ne connaît un graphiste. Tout le monde connaît un architecte. On dit Porzampar, Villemotte, Nouvel, etc. Perrault. Eh ben, si là c'était un petit hommage au monde des graphistes en France, je veux bien porter le projet. D'accord.
Voilà. Je veux raconter l'histoire de ce projet. Nous étions donc en juin, fin juin, juillet. Il faisait une chaleur épouvantable. On avait déjà les masques, enfin, c'est horrible ce truc. J'étais dans le cabinet de l'architecte et j'ai dit à Aline, bon, on va casser le concours. Le but, c'est pas de l'avoir, c'est un concours payé. Alors les modalités administratives de ces concours, c'est vous envoyez le dossier, il y a 2 phases. La phase éliminatoire, où il est explicitement inscrit dans la rédaction du concours qu'en aucun cas, dans la première phase, vous devez faire état du projet. Ok. Vous ne pouvez montrer que ce que vous avez fait auparavant. Et l'artiste, il en faut un, seul dans l'équipe, devait mettre une lettre de motivation. Les autres devaient nourrir avec le CV et le dossier de ce qu'ils avaient fait auparavant. Mon ami journaliste, François-Xavier Guillerme, parce que je cafte son nom parce que si ça arrive, c'est grâce à lui, si ça n'arrive pas, c'est à cause de lui. Il me dit, non, vas-y, c'est sûr que tu seras sélectionné. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, écoute, tu es un héritier. J'ai dit, comment ça, je suis un héritier? Il me dit, tu t'appelles Roussy, tu es le neveu de Césaire, tu as toujours travaillé là-dedans. Ton curriculum vitae, il est quand même impressionnant parce que tu as même une sculpture à l'école polytechnique traitant de la mémoire, du bicentenaire de l'école. Comment veux-tu qu'on évite ça? Je dis, écoute, on ne sait jamais. Il dit, mais si, vas-y. L'équipe était là à Saint-Étienne sous une chaleur accablante, à Caneg aussi. Mais on travaille et j'ai dit, on va casser le concours. On ne l'aura pas. C'est payé, on pourra se faire. Moi, je pensais changer de voiture. Enfin, pas possible. Mais bon, on aura bien rigolé. Et l'architecte nous dit, elle s'est renseignée, l'architecte au Monument de France, elle fait, c'est pas le ministère de la Culture, c'est pas les départements d'outre-mer, ça c'est pour légaliser le concours, mais c'est un projet Macron. Et comment ça, c'est un projet Macron? C'est un projet Macron. Il dit, très bien. Et je me mets à rêver. Je me dis, si on est sélectionné, si j'ai Macron devant les yeux, on a le concours. Et pour quelle raison? Je dis, voilà. On met pas ça dans le triangle, c'est une connerie. On met ça au milieu. La plupart de mes sculptures, si on regarde tout ce que j'ai fait, depuis 1989, depuis la mort de mon père, en fait, emporté par le chlordécone, entre guillemets. J'ai cette espèce d'émergence monolithique qui représente pour moi, en haïtien, Baron Samedi. Je dis, je vais rompre avec ce code que j'avais, je vais déchirer ce bloc, ce qui va engendrer 2 triangles. La plaie mémorielle, parce que ça, c'est la peau. Mais l'intérieur, le passage, cette plaie, est illustré par le stockage des nègres dans les bateaux négriers. On voit les images, on voit l'iconographie, on voit ces dessins de bateaux où tous les gens sont côte à côte, comme des sardines. En plus, l'avantage, c'est qu'il y a un matériau fabuleux qui s'appelle l'acier Corten, marronasse, qui rouille, qui gagne de la noblesse par le temps, avec notre architecte spécialiste Le Corbusier pour le brut de décoffrage, pour rappeler la cale des bateaux. Et je veux que cette plaie, ce qui se passe entre les 2 blocs, soit aussi étroit que possible que le permette la loi et illustre ce terme en usage dans les bateaux négriers, le passage du milieu.
je renforce ce passage au milieu en accentuant l'axe économique et la splendeur parisienne qui part du palais royal, du sommet de la pyramide de Paye, et qui se termine au fond sur l'Arche de la Défense, en passant par l'Arc de Triomphe et l'Obélisque. Parce que c'est à la fois un axe historique, mais également économique. Et ne jamais oublier que l'actuel locataire de l'hôtel du comte d'Évreux, c'est quand même grâce à un dénommé Antoine Crozat. Antoine Crozat, ah, sacré Antoine. Il est riche, immensément riche. Mais il lui manque une chose, la noblesse. Donc il est négrier. Il va vendre sa fille au comte d'Évreux. Elle est petite, hein, elle a 14 ans. Le comte, il doit avoir une quarantaine d'années. Et il regarde l'autre, il dit, ok, je te l'épouse et tout, mais qu'est-ce que tu me donnes? Pour dot, je t'offre un hôtel particulier. C'est quoi cet hôtel particulier? Voilà. C'est l'Élysée. Donc, quelque part, si j'avais eu Macron devant moi, Emmanuel, oui, vous n'êtes que locataire. Mais cette splendeur que le monde entier nous envie chaque 14 juillet dans la Garden Party, c'est grâce au sang des nègres. En tout cas, merci Gilles pour toutes ces précisions avec son binôme Vincent. Merci. Très important. Ils sont tous dans le basket. On va reprendre tout ça au rebond. Donc Christophe Esclapez, il faut bien prononcer.